La police dispose aujourd'hui de nombreux outils qui lui permettent de résoudre des affaires criminelles parfois complexes. Profilage psychologique, ADN, empreintes digitales et toute une multitude de procédés scientifiques grâce auxquels de nombreux meurtriers ont été mis sous les verrous. Mais parfois, pour résoudre une enquête, un coup de chance suffit. Et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, quand deux policiers voulant effectuer un simple contrôle de routine pour défaut de plaque d'immatriculation ont en fait arrêté le tueur en série le plus meurtrier de l'État de New York. Et lorsque son macabre palmarès a été découvert, l'Amérique entière a été choquée bien sûr, mais celles qui ont été le plus choquées, ce sont sa mère et sa sœur, avec qui il habitait toujours pendant qu'il a assassiné froidement 17 personnes. Comme quoi, on croit souvent connaître sa famille, mais ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, vous, êtes-vous capable de dire s'il y a un meurtrier parmi vos ancêtres? Si la réponse est non, vous pouvez toujours essayer de le découvrir grâce à MyHeritage, qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. MyHeritage, ça vous permet de remonter facilement et rapidement votre arbre de famille. Et quand je dis facilement, je blague pas. Moi par exemple, j'ai réussi à remonter jusque très très loin. Ici, c'est moi. Là, mon père, mon oncle et ma tante, mes grands-parents, les parents de mes grands-parents et les parents de mon arrière-grand-père. Et dites-vous bien que ça m'a littéralement pris moins de 10 minutes. Et quand on y passe un petit peu plus de temps, ça donne ça. Ce que je viens de vous montrer juste avant, ça vient juste ici. Cet arbre de fou a été créé par mon père et mon oncle qui font de la généalogie depuis plus de 20 ans. Pour vous dire, quand ils ont commencé, ils recherchaient les informations sur Minitel. Aujourd'hui, il y a plus de 5600 personnes dans cet arbre, et ça, c'est juste la branche côté grand-père paternel. Mais personnellement, ça m'a toujours semblé tellement fastidieux la généalogie, surtout quand par exemple je voyais mon père partir le week-end à l'autre bout de la France juste pour aller vérifier un acte de naissance dans une mairie. Mais justement, MyHeritage, ça rend le processus tellement plus simple. Par exemple, plus besoin de se déplacer à l'autre bout de la France pour trouver des documents officiels, puisque MyHeritage a une base de données regroupant plus de 18 milliards et demi de documents d'archives. Et c'est sans compter sur la fonctionnalité Smart Matches, qui fait que MyHeritage continue de rechercher vos ancêtres tout seul de son côté, et vous envoie une notification quand il trouve quelque chose. Bref, savoir qui sont ses ancêtres n'a jamais été aussi facile. Du coup maintenant, je vais m'y mettre à la généalogie, et si je sais qu'il n'y a pas de serial killer côté paternel, il me reste encore à vérifier le côté maternel. Et il y a une autre fonctionnalité incroyable de MyHeritage, c'est l'outil de restauration d'images. C'est juste un des meilleurs. Et je dis même pas ça parce que c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai commencé à l'utiliser dès le début de la chaîne pour restaurer les images réelles de mes vidéos et vous montrer autre chose qu'une bouillie de pixels. Démonstration avec le sombre individu d'aujourd'hui, Joel Rifkin. Ça c'est une photo trouvée en ligne, pas ouf la qualité. Et en plus, elle est en noir et blanc. Maintenant, je l'ajoute sur MyHeritage et en un clic, voilà le résultat. Littéralement un clic de plus et elle est automatiquement colorisée. Et si on veut aller plus loin, on peut même l'animer. Bon, après c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Enfin bref, MyHeritage c'est vraiment un site intuitif, facile, et qui vous permettra de ne plus avoir aucun doute sur vos origines. Grâce à mon lien, vous bénéficierez d'une période d'essai gratuite de 14 jours, et croyez-moi, en 14 jours, vous avez déjà le temps d'en faire des découvertes. Après je dis ça, je dis rien. Et si vous souhaitez continuer à utiliser MyHeritage par la suite, vous bénéficierez d'une réduction de 50%. Alors franchement, n'hésitez pas, allez y jeter un coup d'œil, je vous laisse le lien en description, et vous me direz en commentaire si vous avez découvert de sombres secrets parmi vos ancêtres ou pas. Allez, sur ce, on attaque la vidéo avec l'affaire de Joel Rifkin. Génial. Joel David Rifkin est né le 20 janvier 1959 de parents inconnus. A priori un couple de jeunes étudiants qui n'étaient pas mariés, n'avaient d'ailleurs pas l'intention ni de le devenir, ni même de devenir parents. C'est ainsi qu'âgé de 3 semaines, le nourrisson est adopté par Bernard et Jeanne Rifkin le jour de la Saint-Valentin. Lorsqu'il est âgé d'environ 3 ans, la petite famille s'installe à East Meadow, Long Island, et la famille s'agrandit avec l'adoption d'une petite fille cette fois-ci, Jeanne, qui vient tout juste de naître. Peu de temps après, Joel est inscrit à l'école Prospect Avenue Elementary School, et on peut sans doute dire que c'est là que tout a commencé. Parce que, dès le début, Joel a eu du mal avec l'école. Non seulement en termes de résultats scolaires, et pour cause, il est atteint d'une dyslexie qui n'a jamais été diagnostiquée. Mais il a aussi du mal avec ses camarades. C'est un petit garçon réservé, un petit peu lent, et avec une posture avachie, ce qui lui vaut rapidement le surnom de la tortue. Joel est donc rejeté par ses petits camarades, et en plus d'être moqué en permanence,
il fait tout au long de sa scolarité l'objet de harcèlement et de brimades. Il se fait voler son déjeuner, on lui baisse son pantalon en public sous les rires des autres enfants, bref, il subit. Mais pas qu'à l'école. Bien que ses parents soient des gens très gentils et qu'ils aiment leurs 2 enfants, Bernard, le père de Joël, ne peut s'empêcher d'être déçu. Déçu parce que son fils, qui a pourtant été évalué avec un QI de 128, a des notes catastrophiques. C'est à cause de sa dyslexie, mais ça, son père ne le saura jamais. Mais Bernard est aussi déçu parce que lui, en plus de toujours avoir été excellent en mathématiques, ce qui lui a d'ailleurs valu de devenir ingénieur, il a toujours aussi été un sportif aguerri, contrairement à son fils qui ne l'est pas, mais alors pas du tout. Joël, en plus de sa dyslexie, a des problèmes de coordination et bien qu'il essaye à plusieurs reprises de se joindre à ses camarades pour des parties de baseball ou de basket, il doit se rendre à l'évidence, le sport non plus, ça n'est pas son truc. Les années passent et Joël entre maintenant au collège East Meadow High School. Vous vous en doutez, les choses ne s'arrangent pas pour lui, bien au contraire. Le harcèlement devient un petit peu plus physique. Régulièrement, à la sortie du collège par exemple, des enfants lui tombent dessus et Joël se fait frapper. Tant et si bien qu'il finit par échafauder un plan. Il part de chez lui à la toute dernière minute le matin pour arriver à l'école juste au moment où la cloche sonne et où les cours commencent. Et le soir, il reste à l'école le plus tard possible, espérant que les enfants qui s'acharnent sur lui l'oublient et rentrent chez eux. Pour ce qui est de passer la journée, le jeune Joël devient expert dans l'art de se fondre dans la masse, de passer le plus inaperçu possible. Et quand il se fait malgré tout tomber dessus, il subit en silence et ne se défend pas, mais surtout, il fait tout son possible pour qu'à la maison, personne ne sache rien. Et cette espèce de routine qu'il met en place, qu'il entretient et qu'il développe même, ça lui servira plus tard pour cacher ce qu'il va devenir, un tueur en série. Mais pas de précipitation. Joël entre maintenant au lycée. Pas de grands changements pour ses notes, ni pour son statut social d'ailleurs. N'étant pas doué en sport comme on l'a vu, Joël Rifkin s'adonne à l'horticulture et à la photographie, 2 passions transmises par sa mère. Et comme il fait de la photo, il s'implique dans la conception du Senior Yearbook, un album photo constitué par les élèves pour garder des souvenirs de leur scolarité. C'est une espèce de version un petit peu améliorée de notre photo de classe annuelle, et au lieu que ce soit fait par quelqu'un de l'extérieur, ce sont les élèves qui s'y collent. Et dans un désir évident de s'intégrer, il rejoint également l'équipe d'athlétisme du lycée. Sauf que ses petits camarades de l'équipe d'athlétisme sont ceux qui l'ont sans doute le plus moqué et harcelé, comme par exemple ce jour où ils lui ont volé ses vêtements dans le vestiaire avant de lui mettre la tête dans la cuvette des WC. Et peu de temps après avoir rejoint le club qui s'occupait de la conception du fameux Yearbook, Joël se fait voler son appareil photo. Déterminé à quand même faire de son mieux pour participer et boucler la publication en temps et en heure, Joël s'est malgré tout investi corps et âme, et il a été remercié en n'étant même pas invité à la soirée organisée à l'occasion du bouclage justement. En parallèle, pendant ces années-là, Joël atteint la puberté et il commence à avoir des pulsions et des fantasmes. Mais ces fantasmes sont un petit peu particuliers. Il a une attirance pour les rapports sexuels violents et fantasme par exemple sur des femmes habillées en gladiatrices qui se battent jusqu'à en mourir. Effectivement, c'est un petit peu particulier. En 1972, il regarde un film qui va le marquer à tout jamais. C'est le film Frenzy d'Alfred Hitchcock, qui s'inspire largement de l'histoire de Jack l'Éventreur. Dans ce film, des femmes meurent, étranglées à l'aide d'une cravate que l'assassin leur laisse ensuite autour du cou. Et depuis ce film, dira Joël plus tard, il fantasme sur le fait d'étrangler des prostituées. Prostituées qu'il commence d'ailleurs à fréquenter dès ses dernières années au lycée, en utilisant la voiture que lui ont offert ses parents. Et en plus de la découverte des plaisirs de la chair, Joël, qui a passé des années à être maltraité et à être complètement impuissant face à ses agresseurs, se rend compte que pour même pas 20 $, c'est lui qui décide. Et ce sentiment va l'entraîner dans une spirale infernale. Nous sommes en 1977 et sa dernière année au lycée se termine. Joël Rifkin est on ne peut plus ravi. Enfin, l'enfance est terminée derrière lui. Maintenant, c'est la fac qui l'attend, la vie adulte, et tout va s'arranger. Enfin ça, c'est ce qu'il espère. Parce qu'à l'université, si les brimades cessent, les résultats de Joël, eux, à cause de sa dyslexie, sont toujours les mêmes. Raison pour laquelle, entre 1977 et 1984, il change de cursus et d'université, à plusieurs reprises, devant le désarroi le plus total de ses parents, et surtout celui de son père. Dans cette même période, la fréquentation des filles de la nuit par Joël s'intensifie. Il voit maintenant des prostituées de plus en plus régulièrement,
ce qui a un impact direct sur son assiduité à l'université, bien sûr, mais aussi dans son job étudiant qu'il fait pour financer ses études et accessoirement ses activités nocturnes. En 1986, le père de Joel est hospitalisé pour un cancer de la prostate, et son état se dégrade très rapidement. Cette hospitalisation va, d'une certaine manière, influer sur le destin de Joel Rifkin. Parce que, comme on l'a vu, le père de Joel aime tout de même son fils de tout son cœur. Et même s'il a du mal à cacher sa déception de le voir échouer de la sorte, il a toujours fait de son mieux pour rester encourageant. Par exemple, lors de son hospitalisation, Bernard dit à son fils que s'il travaille et parvient à obtenir 2A, il l'aidera et lui paiera ses frais de scolarité. À ce moment-là, Joel étudie entre autres la biologie et la botanique et décide de mettre les bouchées doubles. La fin du semestre arrive et son travail finit par payer. Il a enfin réussi à avoir de bonnes notes et à avoir les 2A espérés par son père. Malheureusement, il ne pourra jamais les lui montrer parce que son père a mis fin à ses souffrances en avalant une surdose de barbiturique et autres antidouleurs. Et Joel suspecte que son père a choisi d'en finir volontairement juste avant les résultats de fin de semestre, histoire de ne pas être déçu par son fils une fois de plus. Abattu serait un terme bien faible pour décrire son état d'esprit à ce moment-là. Et c'est là que tout bascule dans sa tête. Joel trouve refuge dans le monde de la nuit et voit maintenant des prostituées de façon quasi quotidienne. Ça devient une réelle addiction et tout son argent y passe. I've been with a long string of streetwalkers, maybe 300 to 350. So there were even fantasy games just to perk that up because even that got to be routine. D'une certaine manière, toute la haine qu'il éprouve pour lui-même, il la transfère sur les femmes de la nuit qui, à ses yeux, sont des êtres insignifiants et immondes, plus bactères, et pour qui personne n'a la moindre estime ni le moindre respect. Ce sont, sans doute, pense-t-il, les seules personnes à être pires que lui. Et forcément, cette addiction impacte réellement sa vie. Début 1989, il démarre une activité de jardinier paysagiste, mais le moindre centime qu'il gagne est utilisé pour les prostituées. Et sa vie la nuit impacte directement son travail parce que quand on passe la nuit entière dehors, comme il le faisait parfois, forcément, c'est difficile de se concentrer sur son travail. Il lui arrive parfois de conduire pendant 8 heures dans les rues de New York avant de trouver celle qui assouvira ses pulsions. Et petit à petit, ses fantasmes d'enfance commencent à ressurgir. Jusqu'au jour où Joel Rifkin décide que ces fantasmes vont devenir une réalité. Février 1989. Joel, qui habite toujours avec sa sœur chez sa mère, est seul ce week-end. Sa mère et sa sœur se sont absentées pour quelques jours. Il décide donc de ramener Suzy, une prostituée qu'il a déjà fréquentée, à son domicile. Suzy est une toxicomane et ce soir-là, elle consomme de l'héroïne à peine arrivée chez Joel. Puis ils ont un rapport sexuel dans le salon, après quoi, la jeune femme de 25 ans s'endort presque immédiatement. Joel est un petit peu irrité qu'elle ne lui apporte pas l'attention dont il a besoin, et puis, lui qui n'a jamais consommé de drogue et boit rarement de l'alcool, il est aussi un petit peu agacé par l'état dans lequel est Suzy. Au petit matin, quand elle se réveille, la première chose qu'elle lui demande, c'est de lui donner plus de drogue. Cette fois-ci, c'en est trop pour Joel. Il se saisit d'un obus Howitzer, dégoté au puce, et se met à frapper Suzy à la tête de toutes ses forces. Il lui porte entre 20 et 30 coups. Persuadé qu'elle est morte, il s'arrête et se redresse, mais Suzy se redresse à son tour et s'assoit. Terrifié, Joel lui saute dessus pour l'étrangler, mais la jeune femme lutte pour sa survie, le griffant et le mordant. Il garde d'ailleurs toujours une cicatrice d'une de ses morsures aujourd'hui. Mais il parvient à prendre le dessus, et Suzy finit par succomber aux mains de Joel. Une fois morte, il retourne simplement se coucher, et dort pendant 5 ou 6 heures. Puis il se réveille, traîne son corps à la cave, et commence à le découper avec un scalpel X-Acto. Il lui sectionne la tête, les bras et les jambes, et s'en débarrasse en les jetant par la fenêtre de sa voiture à divers endroits pendant qu'il roule. Certaines parties sont jetées dans une rivière de Manhattan, et la tête est, elle, jetée dans un bosquet dans le New Jersey. Le 5 mars 1989, un joueur de golf se trouve sur le terrain de Hopewell Township. Il entame le trou numéro 7, positionne sa balle sur le tee, mais rate complètement son drive, et la balle termine sa course dans un bois bordant le parcours. Il va la chercher, et c'est alors qu'il fait la macabre découverte, la tête de Suzy. La police est immédiatement contactée, et c'est un choc dans la petite ville parce que, sur les 40 dernières années, le nombre d'homicides se compte sur les doigts d'une main. Le choc est d'autant plus important devant la violence de l'acte. La tête de la victime n'a plus que 4 dents, toutes les autres ont été arrachées, et la mâchoire aussi a été partiellement retirée. Des recherches intensives sont organisées dans la région pour essayer de retrouver d'autres parties du corps, et ainsi peut-être avoir une chance
d'identifier la femme, mais en vain. La nouvelle commence à faire du bruit et Joel finit par en entendre parler aussi à la radio. Ça le terrifie. Lui, qui avait bien pris soin de disséminer les différentes parties dans des endroits très différents, et qui avait fait en sorte qu'elle ne puisse pas être identifiée, il est tout à coup persuadé qu'ils vont réussir à savoir qui elle est, et du coup, qu'ils vont facilement pouvoir remonter jusqu'à lui. Il se terre, fait des rondes en voiture dans son quartier pour s'assurer qu'il n'y a pas de voitures suspectes qui pourraient être des policiers en civil en train de le surveiller, et surtout, il se promet de ne jamais recommencer. Environ un mois plus tard, à Jefferson Township, à 75 km du parcours de golf, un pêcheur retrouve 2 jambes de femme dans une rivière près de l'autoroute, et rapidement, les analyses ADN révèlent qu'il s'agit de la même victime qu'à Hopewell Township. L'étau se resserre. Joel, plus que jamais, n'a aucune envie de recommencer. Non seulement parce qu'il n'en a juste pas envie, mais aussi parce qu'il a peur de se faire prendre. Malheureusement, la victime ne sera jamais identifiée, et les bonnes résolutions de Joel Rifkin ne vont pas durer plus d'1 an. Nous sommes maintenant au printemps 1990. Une fois de plus, la mère et la sœur de Joel s'absentent pour quelques jours. Joel décide donc de ramener chez lui une nouvelle prostituée du nom de Julie Blackburn. Cette fois-ci, Joel la ramène dans sa chambre. Le lendemain matin, il se rend compte qu'il n'a pas assez de liquide pour la payer et se rend donc à un distributeur, mais son retrait n'est pas autorisé. Joel revient donc et explique à Julie qu'il doit attendre 9h que la banque ouvre, ce qui met la jeune femme en colère et elle se met à râler, ce qui déplaît fortement à Joel. Il attrape un pied de table et la frappe d'un coup fatal à la tête avant de l'étrangler pendant 20 minutes afin d'être sûr de ne pas se retrouver dans la même situation que la fois précédente. Alors, si aussi vous vous demandez comment ça se fait qu'il avait un pied de table comme ça qui traînait, bah bienvenue au club. Ceci dit, vous verrez plus tard, sa chambre était tellement un bordel sans nom que c'est pas si étonnant que ça. Il envisage ensuite d'avoir un rapport sexuel avec la dépouille de la jeune femme, chose qu'il avait lue lors de recherches sur des tueurs en série. Mais finalement, il y renonce. Il l'emmène ensuite au sous-sol, la démembre, et va acheter des bâches en plastique ainsi que du ciment. Il met les membres dans des seaux, coule le ciment, et patiente 2 jours en attendant que le ciment sèche. Cette fois-ci, il a l'intention de jeter les restes de la malheureuse dans une rivière de Manhattan, et compte sur le poids du ciment pour qu'elle ne soit jamais retrouvée. Elle ne le saura pas. Le meurtre de Julie Blackburn va faire entrer Joel Rifkin dans une frénésie meurtrière. 4 mois plus tard, il tue à nouveau. Il ramasse Barbara Jacobs, une prostituée de 32 ans, à l'intersection entre la 12e rue et la 2e avenue de New York. Là encore, il la ramène dans la maison familiale, ils ont des rapports sexuels, dans la chambre d'amis cette fois-ci, et la jeune femme s'endort. Alors qu'elle dort, il fait les 100 pas en se demandant s'il doit la tuer ou pas, et c'est malheureusement son côté sombre qui l'emporte. Il se saisit d'un objet lourd, la frappe à la tête, et l'étrangle à même le sol. Puis il la traîne encore une fois dans le sous-sol, et l'y laisse 2 jours, mais le corps commence à gonfler, et Joel a un petit peu peur de la découper. Cette fois-ci, il arrive à trouver une longue boîte servant à emballer un matelas, et la jette sans précaution particulière dans l'Hudson River. Son corps sera retrouvé peu de temps après, le 14 juillet 1991, mais elle ne sera pas identifiée. Joel prend de moins en moins de précautions et il devient de plus en plus confiant. Sa faculté à passer inaperçu développée lorsqu'il était enfant pour échapper aux brimades lui sont plus utiles que jamais. Pour ses voisins, et même sa mère et sa sœur, c'est un garçon normal. Il tourne les pelouses la journée, et certes, il est un petit peu renfermé sur lui-même, solitaire même, et n'a pas ni amis ni interaction sociale, mais ils sont à 1000 lieues d'imaginer les horreurs qu'il commet dans la maison familiale. De plus, son look de geek fait que les prostituées ne se méfient pas un seul instant de lui, et montent en voiture sans rechigner, persuadés qu'il est complètement inoffensif. Et pour ce qui est des policiers qui croient sa route, c'est simple, Joel Rifkin est juste invisible. Son habilité à se fondre dans la masse et le fait que sur ses 3 premières victimes, aucune n'a jamais été identifiée, donne à Joel un sentiment de toute puissance. Ces 3 premiers meurtres, Joel les a commis dans un endroit où il se sentait en sécurité, son domicile. Mais en 1991, il tue une femme dans un motel de Long Island. À peine quelques semaines après Barbara Jacobs, Joel Rifkin tue Marie-Hélène DeLuca, 22 ans. Il la rencontre sur Jamaica Avenue, dans le Queens, et la ramène dans une chambre d'hôtel, mais cette fois-ci, dit-il, il n'a pas l'intention de la tuer. Parce que, pour lui, si 2 personnes prennent une chambre, 2 doivent en ressortir. L'inverse serait trop suspect. Seulement, une fois dans la chambre, Marie-Hélène commence à se lamenter sur sa vie, sur comment elle sort tout juste de cure de désintoxication, mais comment, à peine dehors,
elle a recommencé à se droguer. Comment, en définitive, sa vie ne sert à rien? Joel lui demande alors si elle veut mourir. Elle répond que oui, ignorant complètement qui est l'homme à qui elle est en train de parler. Une fois Marie-Hélène morte, il lui faut se débarrasser du corps sans se faire repérer. Et c'est pourquoi il va acheter une vieille malle. Il y met le corps, puis il conduit jusqu'au comté d'Orange et jette le corps sur le bord d'une aire de repos de Cornwall. Le corps ne sera retrouvé qu'un mois plus tard, le 1er octobre 1991, et à cause de l'état de décomposition avancé, les causes de la mort sont indéterminées et le corps n'est pas identifié. En parallèle, les autorités qui enquêtent sur le premier meurtre, celui de Suzy, font appel à Frank Bender, un spécialiste de la reconstruction faciale, et avec le peu d'éléments qu'il a à sa disposition, il s'attelle à reconstituer le visage de Suzy. La photo est diffusée dans tous les journaux, menant à de très nombreux appels, mais aucun ne mène à quelque chose de concluant. De ce fait, Joel, étant de plus en plus confiant, commence à prendre de plus en plus de risques. Yoon Lee, une Coréenne de 31 ans, est une prostituée que Joel fréquente régulièrement. Ça fait à peine quelques jours qu'il a tué Marie-Hélène, et ce soir-là, Yoon Lee est la deuxième prostituée qu'il voit. Raison pour laquelle, a priori, il semblerait que Joel ne parvienne pas à avoir de rapport sexuel avec elle. Ça le met dans une colère noire, et il se jette sur la jeune femme, qui l'étrangle sur la banquette arrière de son pick-up. C'est la première fois qu'il tue une femme qu'il connaissait, et qu'il la tue dans sa voiture. Ayant toujours la grande malle utilisée pour transporter le corps de Marie-Hélène quelques jours seulement auparavant, il émet Yoon Lee avant de jeter son corps dans la East River. Le corps sera retrouvé le 23 septembre 1991 à l'embouchure de la Harlan River, juste après Randall Island. Elle sera identifiée par son mari. La 6e victime de Joel Rifkin demeure inconnue. Elle n'a jamais été retrouvée et il ne se souvient pas de son nom non plus. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il l'a tuée quelques jours avant Noël 1991. Après l'avoir étranglée dans sa voiture, il la ramène à son atelier de Long Island, où il stocke son matériel de jardinage, avec sa victime assise sur le siège passager. Il récupère une large bâche en plastique pour la dissimuler, puis se rend à une usine de recyclage à Westbury, où il trouve 3 gros barils en métal. Il met le corps dans un des barils et se rend dans le Bronx pour jeter le baril dans la East River, mais en revenant vers sa voiture, Joel Rifkin est ébloui par la lampe torche d'un policier, convaincu qu'il est en train de jeter illégalement des déchets. La zone ressemble en effet à une décharge, avec entre autres des carcasses de voitures, et c'est justement ce que leur répond le tueur, avec énormément d'aplomb. Non, il ne jette pas de déchets, au contraire même, il est en train d'essayer de trouver des pièces pour sa voiture. À moitié convaincu, il décide néanmoins de laisser l'homme repartir avec un simple avertissement, sans avoir la moindre idée du fait qu'ils sont en fait en train de laisser filer un tueur en série, ayant déjà fait 6 victimes, et qui est sur le point d'en tuer 11 de plus. Petite interruption rapide pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est une bonne chose de le faire, comme ça vous serez averti à chaque fois que je sors une nouvelle affaire, une nouvelle vidéo. Et évidemment, un petit pouce bleu, ça fait aussi toujours plaisir. Retour à la vidéo. Lorraine Orvieto, 28 ans, étranglée à mort pendant qu'elle pratiquait une fellation. Il s'en débarrasse de la même manière que la fois précédente, en la mettant dans un baril, et en jetant le baril à Brooklyn dans la Coney Island Creek. Le corps sera retrouvé 6 mois plus tard par un pêcheur, le 11 juillet 1992, et sera identifié le 4 juillet 1993. Marianne Holloman, 39 ans, aurait été tuée le 2 janvier 1992, au même endroit que Yoon Lee, et son corps sera retrouvé dans un baril identique aux autres, dans Coney Island Creek, 2 jours avant celui de Lorraine Orvieto, le 9 juillet 1992. Numéro 9 sera découverte dans un baril rouillé le 13 mai 1992. Là encore, elle n'a jamais été identifiée et tout ce dont Joel se souvient, c'est qu'elle avait des tatouages et qu'elle s'est battue férocement pour tenter de survivre. Lors de sa découverte, la police n'a semble-t-il pas estimé qu'il pouvait s'agir d'un meurtre. Iris Sanchez, 25 ans, tué le week-end de la fête des mères. Alors qu'il avait jusque-là tué uniquement pendant la nuit, Joel tue Iris en plein jour. Il dissimule son corps sous un matelas dans un terrain vague aux abords de l'aéroport JFK. Elle ne sera retrouvée qu'après qu'il ait confessé les meurtres et dit aux policiers où se trouve le corps. Anna Lopez, 33 ans, maman célibataire de 3 enfants et cocaïnomane. Elle croise le chemin de Joel Rifkin le 25 mai 1992, alors qu'elle se prostitue afin de pouvoir se payer un fixe. Après l'avoir étranglée, il se débarrasse du corps le long de la I-84 à Brewster. Elle sera découverte le lendemain matin par un automobiliste qui s'arrêtait pour se soulager. Violette O'Neill, 21 ans. C'est la première victime que Joel ramène chez lui depuis 1 an. Après l'avoir étranglée, il la démembre dans la baignoire, avant de se débarrasser des différentes parties de son corps dans différents cours d'eau de Manhattan. Son buste sera retrouvé emballé dans un sac plastique noir, flottant dans l'Hudson River,
Ses bras et ses jambes, eux, sont retrouvés dans une valise. Mary-Catherine Williams, 31 ans, jeune femme originaire de Caroline du Nord. Lorsqu'elle était au lycée, c'était une jeune femme très populaire, qui faisait partie des cheerleaders et sortait avec le capitaine de l'équipe de foot. Elle a été élue reine du lycée et a d'ailleurs fini par épouser Julian Hathaway, le fameux capitaine, mais en secret. Le couple faisait la fête en permanence et tous les deux ont développé une addiction à la drogue et à l'alcool, tant et si bien que Marie-Catherine a finalement décidé de divorcer et de partir s'installer à New York dans l'espoir de devenir actrice. Malheureusement, elle n'y est pas parvenue et est retombée dans la drogue, suivie de la prostitution. C'est dans ce cadre-là qu'elle rencontre Joel à plusieurs reprises. La jeune femme a pour habitude de ne jamais se séparer de sa petite valise, contenant entre autres ses affaires, mais aussi des photos de son ex-mari, dont elle semble toujours être amoureuse. Et un jour d'ailleurs, elle décide que c'est assez, qu'elle doit retourner chez elle et retrouver l'homme qu'elle aime. Elle appelle Julian et lui dit qu'elle veut rentrer. Julian lui propose de venir la chercher, mais elle refuse, lui disant de ne pas bouger, qu'elle arrive pour lui. Mais elle ne rentrera jamais. Il est supposé qu'elle ait décidé de travailler une dernière fois, ce 2 octobre 1992, pour pouvoir se payer son billet de retour. Mais ce soir-là, elle tombe sur Joel, qui l'a fait monter dans la voiture de sa mère, empruntée pour la soirée. Et il est envisagé que la jeune femme ait montré les photos de son amour à Joel, ce jour-là, le rendant fou de rage. Parce que, d'une certaine manière, Julian Hathaway représente tout ce qu'il a toujours détesté, sportif, populaire, et sans doute un petit peu bouli sur les bords. Après avoir fourni une bonne quantité de drogue à Marie-Catherine, Joel l'étrangle. Mais la jeune femme se réveille brusquement et commence à lutter pour sa survie. Malheureusement, Joel réussit à prendre le dessus et la tue. Il conduit ensuite jusqu'à Yorkton pour se débarrasser du corps, qui sera retrouvé le 21 décembre 1992. Elle ne sera alors pas identifiée. Jenny Soto, 23 ans, a été admise à plusieurs reprises dans des cures de désintoxication. Sans grand effet a priori, puisque le 16 novembre 1992, vers 23h, Joel la ramasse près du Williamsburg Bridge, à Manhattan. Après un rapport sexuel, Joel essaye de la tuer, mais là encore, la jeune femme se défend comme une tigresse. Jamais il n'a rencontré une telle résistance. Elle lui inflige de profondes griffures, entre autres au cou et au visage. Mais malheureusement, une fois encore, il parvient à prendre le dessus et la tue. Il se débarrasse de son corps exactement au même endroit que celui d'Yoon Lee, 14 mois plus tôt, dans la Harlem River. Elle sera retrouvée le lendemain et identifiée presque immédiatement grâce à ses empreintes, vu qu'elle a été arrêtée par la police quelques jours seulement auparavant. Les profondes griffures faites par Jenny à Joel le ralentissent dans sa série meurtrière et il fait profil bas pendant un petit peu plus de 2 mois. Leah Evans, 28 ans, est la première victime de Joel Rifkin de l'année 1993. Mère célibataire de 2 enfants, Leah a trouvé refuge dans la drogue et a commencé à se prostituer pour se procurer, là encore, ses doses. Joel la ramasse le 27 février 1993 et la tue pour le motif que la jeune femme lui aurait demandé un petit peu d'intimité alors qu'elle se déshabillait. Il l'emmène ensuite à l'extrémité est de Long Island et l'enterre dans les bois. C'est la seule qu'il ait jamais enterrée. Des randonneurs la trouveront le 9 mai 1993 après avoir remarqué quelque chose de bizarre qui sortait du sol alors qu'ils cherchaient des fleurs. C'était sa main. Lorraine Marquez, 28 ans, est, comme toutes les autres, une prostituée, que Joel trouve sur la 2nd avenue de New York le 2 avril 1993. Il se gare sur le bord de la rivière, au pied du Manhattan Bridge, et va sur la banquette arrière de la voiture de sa mère avec la jeune femme. Les deux commencent à se déshabiller, mais cette fois-ci, sans même tenter d'avoir un rapport sexuel avec elle, il commence à l'étrangler. Sauf qu'au même moment, un véhicule arrive et se gare à proximité. Un homme en descend et commence à se diriger vers l'arrière du véhicule de Joel, qui retient son souffle. Mais l'homme, qui est venu promener son chien, ne jette même pas un regard et continue son chemin. Joel, qui a failli en laisser sa victime s'échapper, termine ce qu'il a commencé et tue la jeune femme en lui brisant la nuque. Il se débarrasse ensuite du corps dans une pinède du comté de Suffolk et elle sera retrouvée le 29 juin 1993 et identifiée le 20 août suivant. Il devient de moins en moins méticuleux et prend de plus en plus de risques. Ça va finir par enfin lui faire commettre l'erreur de trop, celle qui lui vaudra d'être arrêté. Nous sommes le 24 juin 1993. C'est le petit matin, le jour vient à peine de se lever, et Joel a rôdé toute la nuit. Il a déjà consommé les services d'une prostituée, mais ressent le besoin d'en voir une autre. C'est alors qu'il croise le chemin de Tiffany Bresciani, 22 ans, elle aussi ayant déménagé de sa Louisiane natale à New York, dans l'espoir de devenir actrice ou chanteuse. Mais, comme les 16 filles précédentes, Tiffany a sombré dans la drogue
et dans la prostitution. Joel voit Tiffany sur Allen Street. Elle monte avec lui et il l'emmène sur le parking du New York Post où il se gare et l'étrangle. Il est 5h30 du matin. Puis il décide de retourner chez lui, mais le trafic commence à être important et il a peur que quelqu'un s'aperçoive qu'il y a un cadavre sur la banquette arrière de la Toyota de sa mère. Il s'arrête alors en chemin, dans un Kmart, pour y acheter une grande bâche plastique et de la corde. Il enroule ensuite Tiffany dans la bâche, la met dans le coffre et conduit jusque East Meadow. Mais lorsqu'il arrive à la maison familiale, il est environ 9h du matin et sa mère l'attend sur le perron, trépignant d'impatience. Elle est furieuse parce qu'elle a besoin d'aller faire des courses et qu'elle attend après Joel qui lui ramène sa voiture. Il n'a donc pas d'autre choix que de lui tendre les clés du véhicule et de regarder sa mère s'éloigner avec le corps de Tiffany dans le coffre de la voiture. Now it's around 9 o'clock in the morning. Drive home. Mom has some shopping errands to run. It's her car. So Mom drives off with basically a very odd-shaped package in her trunk. Mais dans une chance incroyable pour lui, elle n'utilise pas le coffre ce matin-là et rentre au bout de 30 minutes. Joel s'attelle alors à sortir le corps de sa victime et le met dans le garage, mais cette fois-ci, il ne semble pas pressé de s'en débarrasser. Il passe les 3 jours suivants à réparer son 4x4, comme si de rien n'était, pendant que le corps de la malheureuse commence à se décomposer. Au bout de 5 jours, avec la chaleur de ce début d'été, l'odeur commence à être vraiment forte. Même les voisins l'ont senti, mais ils sont persuadés qu'il s'agit de produits de jardinage utilisés par Joel. C'est donc le 29 juin 1993, pendant la nuit, que Joel décide qu'il est temps d'y remédier. Il met Tiffany dans le coffre de son 4x4 et conduit calmement en direction de l'aéroport Melville Republic, quand soudain, des gyrophares s'allument dans son rétroviseur. Il sait que s'il s'arrête, les policiers vont sentir l'odeur de décomposition et paniqué, il décide, dans un premier temps, de faire comme s'il n'avait pas vu. Mais le véhicule de police qui le suit lui ordonne de s'arrêter via un haut-parleur. Joel ne peut donc plus vraiment l'ignorer. Il accélère. 5 autres véhicules de police rejoignent la poursuite, et au bout de 30 minutes, Joel Rifkin finit par perdre le contrôle et encastrer son 4x4 dans un lampadaire. Les State Troopers Ruan et Spargaren se précipitent vers l'habitacle de la voiture de Joel, arme au poing, mais Joel n'offre aucune résistance. Il interroge les officiers sur la raison pour laquelle ils voulaient l'arrêter. Sean Ruan lui répond qu'il n'a pas de plaque d'immatriculation. Joel sourit. Il se souvient l'avoir entendu tomber, mais il pensait alors qu'il s'agissait d'outils brinque-ballant dans son coffre. Il répond d'un air amusé: c'est toujours à cause d'un truc à 25 centimes. Il est donc interpellé pour refus d'obtempérer et placé dans le véhicule de patrouille des policiers, mais comme il le redoutait, les policiers, en passant au niveau du coffre, remarquent l'odeur et décident d'ouvrir le coffre, et font donc la macabre découverte. L'officier Sean Ruan revient à son véhicule de patrouille, où est enfermé Joel, et lui demande de quoi il s'agit, ce à quoi Joel répond que c'est une prostituée qu'il a étranglée. Avant d'ajouter « Vous pensez que je devrais prendre un avocat ?» Il est placé en détention. Son interrogatoire commence le 28 juin 1993 à 8h25 et il est mené par un détective de la section des homicides de Nassau. Sean Ruan, lui, observe l'interrogatoire derrière une vitre sans teint et, au bout de quelques heures, le détective vient le voir et lui dit « Hé jeune, laisse-moi te dire un truc. Ce mec-là, il en est pas à son coup d'essai. » Tout le monde au poste se demande combien de victimes Joel Rifkin a bien pu faire, et quand ça lui est demandé, Joel demande juste un papier et un stylo, et commence à écrire calmement, dans l'ordre chronologique inverse, le nom de ses 17 victimes, en commençant donc par Tiffany Bresciani. Évidemment, dans un premier temps, ils ont un petit peu de mal à le croire, et lui demandent des détails un petit peu plus précis sur les meurtres, ce que Joel leur donne sans rechigner. Il leur indique par exemple l'endroit où se trouve le corps de Iris Sanchez, vous savez, celle qu'il a dissimulée sous un matelas aux abords de l'aéroport JFK. Et les policiers la retrouvent exactement à l'endroit indiqué. Rapidement, une perquisition au domicile de sa mère est effectuée, et de nombreux objets ayant appartenu aux victimes sont retrouvés, principalement dans sa chambre et dans le garage. Il y a des cartes d'identité, des permis de conduire, mais aussi des bijoux et des sous-vêtements. Il est également découvert de nombreuses coupures de presse et des ouvrages parlant d'autres tueurs en série, dont Joel Rifkin semble s'être beaucoup inspiré. Au total, c'est près de 8000 pièces à conviction qui sont récupérées à son domicile. En revanche, il n'y a que peu, voire même pas du tout de traces du meurtre, des meurtres même qu'il a commis dans la maison familiale. Il a visiblement fait le nécessaire pour tout complètement effacer. Très rapidement, 13 ou 14 de ces meurtres sont confirmés, dont celui de Tiffany Bresciani. Son procès peut donc commencer. Le premier procès démarre en avril 1994 et ne concerne que le meurtre de sa dernière victime. Il plaide non coupable, ses avocats tentent de plaider la folie. I'm not guilty.
Mais la description froide et détaillée des actes commis laisse à penser qu'il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Il est reconnu coupable et condamné le 9 mai 1994 à une peine de perpétuité, avec une période de sûreté de 25 ans. Les autres procès, pour les victimes suivantes, transforment cette peine en une peine de 203 années de prison, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que même s'il a présenté ses excuses aux familles et semble maintenant prendre pleinement conscience du fait que ce qu'il a fait est impardonnable, il n'exclut pas de pouvoir recommencer s'il était un jour libéré. Je vous disais un petit peu plus tôt que Joel Rifkin s'est largement inspiré d'autres tueurs en série, et bien l'un d'entre eux, c'est Gary Ridgway, aka le tueur de la Green River. Il possédait entre autres un livre retraçant le macabre palmarès d'un des tueurs les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. What about saving all the souvenirs? That, I think, came from the Green River book. I think I imitated what I had read. Et si vous voulez connaître l'histoire complète de Gary Ridgway, eh ben, je vous invite à aller regarder l'excellente vidéo de mon pote Loco Jeter qui sort ce dimanche. Et pour plus d'histoires de tueurs en série sur ma chaîne, c'est par ici. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et souvenez-vous, l'homme est un loup pour l'homme, et bien souvent, il vaut mieux se méfier de ses congénères plutôt que de créatures imaginaires. Salut!